Hello, hello, écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Et oui, le Sand Podcast qui traite de plein de sujets, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, donc plein de sujets. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet toujours aussi passionnant, les habitudes. Ta-da-da. Le pouvoir des habitudes. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été faits par de talentueux hommes qui ont écrit ces ouvrages qui sont vendus d'ailleurs à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Il y en a un qui a été écrit par Stephen Covey qui s'appelle Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc voilà, ça c'est pour moi un des livres références, un des livres phares. Et l'autre c'est Le pouvoir des habitudes qui a été écrit par Charles Duhigg. Alors ça c'est un des premiers livres que j'ai lu, enfin que j'ai écouté d'ailleurs en audiobook parce que j'étais pas du tout dans le game, enfin je connaissais pas les audiobooks d'ailleurs. Et ça fait partie des premiers livres que j'ai écoutés sur Audible pour ne pas le citer. Franchement, ça a changé ma vie. Ça a radicalement changé ma vie parce que je me rendais pas compte à quel point le fait d'avoir des habitudes, donc des rituels de répétition, quotidiens, hebdomadaires, mensuels, enfin, ces moments où vous décidez d'être aligné le plus possible avec vous-même parce que vous avez créé des habitudes. Donc, c'est un vaste sujet. Ce qu'on va faire, c'est que je vais, plutôt que vous décortiquer les livres qui ont été déjà décortiqués par 10 milliards de personnes, je vais vous parler, moi, des habitudes que je pense qui fonctionnent bien et que je mets au quotidien dans ma vie et qui ont changé radicalement ma vie. Donc, on va commencer par la première habitude qui est tadam, le sport. Alors, le sport, comment vous dire, mon rapport avec le sport était très complexe. Et en même temps, j'adorais jouer au hand quand j'étais plus jeune. Genre, c'était mon sport préféré. J'adorais jouer au hand. Et en même temps, en vieillissant, en tout cas en avançant dans l'âge, je sais pas pourquoi, j'ai créé une distance entre le sport et moi. Non, mais à un moment donné, j'allais quand même vachement à la salle de sport quand même, avant d'avoir des enfants. En vrai, tout s'est arrêté dès que j'ai eu des enfants. J'ai accouché de mon fils, donc du coup, j'ai pu pratiquer de sport du tout quasiment pendant 3 ans, enfin très très peu, rarement. Et à partir de quand j'ai eu mes filles, donc mes jumelles, 3 mois après, ouais, l'accouchement, donc je ne conseille pas à tout le monde de faire ça, ce n'est pas une bonne idée, parce que vous devez laisser votre corps reprendre sa forme de base, alors peut-être pas de base, mais en tout cas laisser vos organes reprendre leur place, parce qu'ils ont été bougés quand même pendant la grossesse, bon on va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que prenez le temps pour la reprise du sport, d'ailleurs consultez votre médecin avant, c'est peut-être mieux. Mais j'ai repris, donc, enfin j'ai commencé plutôt, j'ai pas repris, j'ai commencé la course à pied, et là c'est le drame. La première course à pied que j'ai faite, j'ai cru que j'allais mourir, c'était horrible. Bon, voilà, maintenant, c'était il y a 6 ans, hein, donc maintenant je cours 4 fois par semaine, comme si c'était un truc genre normal. Il y a toujours ce moment quand même quand on se lève pour aller courir, où on décide d'aller courir, où on a dit « Ah non, la flemme, on n'y va pas ». Et en fait, quand vous revenez de votre course, vous dites « Heureusement que vous y êtes allé ». Parce que moi, c'est un moment de méditation intérieure très profond, dans lequel j'ai des épiphanies, souvent même. Vous savez, ce moment où vous avez une réflexion sur un sujet, et puis d'un coup, pouf, ça vient. Donc le sport est un moment de méditation intense, de paix et de sérénité avec moi-même. Et en fait, je cours. Alors, je cours, là, en ce moment, je fais 4 km des brouettes par jour. Alors, par jour, je fais ça 4 jours par semaine. Parce que l'idée, c'est pas non plus d'exagérer. Enfin, voilà, j'ai 3 jours où je ne fais pas du tout de sport. Ça me permet d'avoir un mindset, parce qu'il y a des bienfaits quand même à faire ça. Ça me permet d'avoir un mindset bien particulier. Alors, comme je suis entrepreneur, que je travaille beaucoup et que le travail représente au moins 12 heures de ma journée, j'ai besoin de pouvoir aérer mon cerveau. Je pense que ça joue aussi sur ma capacité à réceptionner les infos, à les redispatcher, à être beaucoup plus efficace dans mon rôle de CEO et donc de hub un peu de l'information, un peu comme Charles de Gaulle avec tous les avions qui atterrissent et puis qui doivent repartir avec des passagers. Moi, c'est un peu ça. Les gens viennent récupérer de l'info et puis ils repartent avec cette info pour la transformer, la modifier, la travailler, enfin bref. Donc tout ça pour dire que le sport est fondamental. Alors la course à pied n'est pas forcément le meilleur sport, hein, parce que vous créez des impacts quand même sur votre corps, donc même si j'ai des baskets avec des semelles et blablabli, trucs bidou chouettes, je vous conseille d'aller quand même sur d'autres sports. La natation c'est très très bien, c'est un des sports les plus complets et qui vous permet d'avoir le moins de choc sur votre corps. Mais il y a plein d'autres choses, il y a le yoga qui est hyper bien aussi.
Ça, j'aspire à en faire au moins 1 voire 2 fois par semaine. Je vais peut-être d'ailleurs commencer ce week-end, ce serait vachement bien. Voilà, il y a plein d'autres sports. L'idée, c'est de jouer un peu sur le cardio, d'habituer votre cœur. Votre cœur est un muscle, donc de lui donner une forme de tonicité, voilà, qui soit tonique et donc qui permette de faire circuler votre sang dans votre corps, de l'oxygéner au maximum. Enfin, vous vous sentez en bonne santé, en fait, hein, vraiment. Donc le rapport au sport, pour moi, est devenu obsessionnel. Non, je plaisante, mais c'est vraiment une habitude ancrée, quoi. Quand je réfléchis à ma semaine, je réfléchis premièrement à mes moments où je vais pouvoir mettre des périodes de sport. Donc en ce moment, c'est tous les matins. En tout cas, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ou quand il y a des jours fériés, j'ai un jour en moins parce que j'essaie de ne pas en faire le week-end. Donc je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Enfin bref, 4 jours d'affilée. Je ne vais pas raconter ma vie. Donc voilà, pratiquer une activité sportive régulière. Ça, c'est le truc que je peux vous dire. Ensuite, habitude émotionnelle. Là, c'est plutôt... Les 2 choses que je fais, c'est le self-love et la reconnaissance. Je fais une petite dédicace à Valérie, parce que je me foutais d'elle quand elle disait « Oui, faisons le jeu de la reconnaissance. Alors, je suis reconnaissant d'avoir... » Et je trouvais ça complètement débile. Sauf que, en fait, comme tout, j'ai fait des recherches, puis à un moment donné, un jour, je tombe sur la reconnaissance, je me rends compte des bienfaits de la reconnaissance, et je me dis, bon, ma sœur n'était pas si débile que ça, donc c'est peut-être moi qui étais débile d'ailleurs, et du fait de pouvoir juste être reconnaissant de la vie qu'on a, des instants qu'on partage, de la chance qu'on peut avoir aussi sur plein de points, en fait. Parce qu'on a toujours tendance à voir les choses négatives qu'on a dans sa vie et pas forcément les choses positives. Donc le jeu de reconnaissance, moi j'aime bien le faire après une séance de sport. Je me dis, voilà, je suis reconnaissante de ça, je suis reconnaissante de ça, ça sort beaucoup plus facilement. Puis après, au fur et à mesure, vous habituez votre cerveau à être dans la reconnaissance. Puis après, un jour, ça s'imprègne dans votre façon de fonctionner. Et du coup, vous êtes beaucoup plus détendu, en fait. Vous prenez beaucoup plus de distance par rapport à des choses sur lesquelles vous seriez énervé avant. Et sinon, le self-love, c'est se dire qu'on s'aime. Comment je dis ça d'ailleurs? Je sais pas, je suis amoureuse de moi-même, je dis pas ça, mais je dis je suis reconnaissante d'être une bonne personne, je m'aime pour ce que je suis, je m'aime pour la façon dont j'élève mes enfants, l'amour que je leur donne, je m'aime parce que je suis dans le care et j'essaie de faire attention aux autres, même si je suis pas dans la perfection et c'est pas le but de toute façon parce que personne n'est parfait, mais j'ai quand même ce sentiment de care qui vient quand même très souvent, et moi ça me fait plaisir de m'aimer pour ça. Je m'aime parce que je prends du temps pour moi, je m'aime parce que je me masse le corps et je me fais de l'automassage d'ailleurs de plus en plus. Bref, je m'aime et j'accepte qui je suis dans son intégralité avec ses bonnes choses comme ses moins bonnes choses. On dirait dans Star Wars, donc il y a la lumière et il y a la force obscure. Et bien dans chaque être humain, il y a la lumière et la force obscure et j'apprends à juste accepter les deux. Aussi bien la lumière que j'ai eu du mal à accepter, que j'ai toujours du mal à accepter d'ailleurs, donc être une lumière pour moi-même et m'alimenter de ça et être dans la joie et dans le bonheur et waouh, c'est super. Et en même temps, ma partie obscure, en fait, toutes les merdes que je peux faire, tous les trucs pas sympas que j'ai fait à des gens, les moments où je m'emporte et alors que j'aurais dû me taire, voilà. Donc acceptez ces 2 parties de votre être, acceptez-les juste quoi en fait. Alors l'autre habitude qui je pense importante, c'est le moment spirituel. La présence de la spiritualité dans votre vie. Alors vous faites comme vous voulez. Vous croyez en ce que vous voulez. Là, il n'y a pas de jugement de valeur, on s'en fout. Le seul truc qui est important, c'est ce moment que vous avez avec vous-même, ce moment où vous entendez vos voix intérieures, vous faites la paix avec elles d'ailleurs, parce que vous avez souvent des voix intérieures qui sont « oui, je suis débile, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas truc ». Donc moi, je leur ai dit qu'elles n'avaient pas forcément la place dans mon être, donc je leur ai dit au revoir. Mais la spiritualité, je me rendais pas compte à quel point c'était important. Alors, on peut faire ça / méditation. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus neutre. Où on vient, il y a plein de méditations qui existent sur YouTube, il y a des applications de méditation, Petit Bambou, Headspace, il y a même des applications de méditation pour les enfants maintenant. D'ailleurs, moi j'ai branché mes enfants sur la méditation il y a très longtemps, donc ils savaient exactement ce que c'est et ils savaient exactement aussi ce que ça peut leur apporter. Donc ce moment de sérénité et de paix dans lequel vous allez vraiment juste être avec vous, quoi, dans le calme et dans le silence, juste ça. Vous faites ça 10 minutes minimum par jour. Je vous assure, ça va être un changement incroyable dans votre vie. 10 minutes. Au début, vous êtes là et vous vous posez dans votre lit ou vous vous asseyez sur un petit coussin et vous fermez les yeux et vous dites « ça sert à quoi ce truc ?» À rien. Et en fait, je trouve ça intéressant sur la gestion des pensées. Le fait qu'on arrive à faire des moments de break dans la capacité qu'on a à créer des pensées. « Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. » Hop, shut down. Et en fait, je suis là, dans mon corps. Je sens mon corps.
J'en parle souvent des respirations de Wim Hof, qui sont aussi des moments de méditation pour moi, que je fais maintenant tous les soirs avant de m'endormir. J'aime bien son programme de respiration parce qu'il permet de ressentir jusqu'au sang qui circule dans votre corps. Chose que vous ne ressentez pas en fait, parce qu'on n'y pense pas, le corps, le cœur, tout ça c'est autonome, ça fonctionne tout seul, donc en fait on n'est pas en train de réfléchir à comment notre foie va fonctionner, ou ce genre de choses. Donc le fait de pouvoir se poser dans un moment de silence et de calme, et de pouvoir se concentrer juste sur ce qu'on est, d'être dans l'instant présent, de créer l'ancrage, life changing. Pour moi ça c'est une habitude fondamentale pour réussir sa vie. Je dis bien habitude fondamentale pour réussir sa vie. Après, il y a le sommeil. Alors, j'étais une extrême mauvaise élève il y a encore 6 ans. Ouais, un peu plus de 6 ans. C'est-à-dire qu'en fait, je considérais que le sommeil était... c'était cool de dormir, mais alors, genre, c'est pas important, quoi. Je me couchais à 1h, 2h du mat, quoi, pour me relever à 7h le lendemain matin, quand vous avez des enfants en bas âge ou que vous venez d'accoucher, ce qui était mon cas à cette période de ma vie. Ou en plus, je me levais la nuit pour gérer mes 2 petites. Non mais c'était un délire quoi, donc je dormais pas. J'ai accumulé un nombre d'heures de non-sommeil pendant ces 3 premières années de vie de mes filles qui était hallucinant. Je sais même pas comment on fait pour tenir en fait, c'est juste... C'est ça qui fait péter les plombs, c'est ça qui fait qu'à un moment donné on est complètement... Enfin ça rend fou de pas dormir, ça rend vraiment fou. Donc s'il y a bien une habitude que je vous conseille de mettre en place, c'est d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Définissez le nombre d'heures de sommeil que vous pensez être à la hauteur de ce dont vous avez besoin, parce que en fait chacun a sa façon d'appréhender le nombre d'heures de sommeil, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de cadre. Il y a des gens qui disent qu'ils dorment 5 heures et ça leur suffit largement. Moi je serais incapable de faire ça, moi 5 heures je suis dézinguée. Il faut que je dorme au moins 7 heures et 8 heures c'est très bien. J'aligne les 8 heures toutes les nuits là en ce moment et c'est vraiment cool quoi, je me sens vraiment bien, j'arrive à tenir toute une journée, j'ai pas des gros coups de barre, voilà. Donc moi mon rythme c'est 8 heures par nuit. Et après... il y a une appli qui est sympa, c'est une start-up qui s'appelle Dream. On a bossé pour eux et on a créé des événements pour eux. Et j'aime beaucoup cette boîte parce qu'ils ont bossé sur les cycles du sommeil pour les expliquer, pour les appréhender. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil. C'est un des plus gros problèmes de l'être humain, comment bien dormir. Et du coup, ils ont créé un casque qui permet de mesurer en fait notre cycle du sommeil et de voir pourquoi on se réveille, comment c'est interrompu, est-ce qu'on a un sommeil profond, sommeil paradoxal, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment passionnant. Ça vous permet d'avoir des données sur la façon dont vous dormez. Après, si vous voulez rester dans un truc plus naturel et pas vous stresser totalement avec les données du cerveau, de la mesure du cerveau pendant votre sommeil, juste essayez de sentir sur plusieurs nuits, ou en tout cas en fonction de vos habitudes de sommeil, est-ce que vous vous sentez fatigué dans la journée? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez des maux de tête? Enfin, vraiment, le fait de pas bien dormir, ça, c'est une très mauvaise habitude. Donc ça, j'ai renclenché ça, moi, je vous dis, il y a... on va dire que j'ai pris le truc au sérieux, il y a peut-être 3-4 ans. Voilà, j'en ai 40. J'aurais mieux fait de faire ça avant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et autre chose que j'ai fait, d'ailleurs, aussi, by the way, alors c'est une petite habitude... Enfin, j'ai pas de télé chez moi, parce que je me suis rendu compte que ça me polluait, et surtout, ça m'empêchait de dormir, parce que j'avais la télé, en plus, dans la chambre. Donc... s'endormir avec une télé allumée, il y a un truc de se rassurer, parce que vous avez une voix qui vous parle, vous avez écouté une émission ou quoi, donc je m'endormais comme ça. Et en fait, c'est hyper mauvais pour le sommeil. La lumière bleue, là, c'est hyper mauvais. Après, moi, c'est un autre choix de ne pas avoir la télé chez moi. Mais ne vous endormez pas en ayant consulté avant énormément d'écrans. C'est genre hyper mauvais. Voilà, donc l'habitude du sommeil, d'une bonne nuit de sommeil, très très important. Après, une autre habitude, pareil, qui a mis du temps à changer chez moi, c'était l'alimentation. Et oui, parce que je me suis rendu compte que je mangeais hyper mal. Alors, je vais vous raconter un truc, vous êtes morts de rire. Quand j'étais plus jeune, je me suis raconté ça dans ma tête la dernière fois, je me suis dit, mais j'étais complètement tarée, quoi. Au déjeuner, pendant des années, quand j'étais étudiante, j'allais à la cafette de ma fac, de mon école de commerce, pardon. J'allais à la cafette et je prenais des fraises tagada tous les midis. Donc, je mangeais un paquet de fraises tagada en 10 de déjeuner. Des fraises tagada, j'adore. Moi aussi. Tu crois que je vais tomber par terre tellement c'est beau. Et en fait, je trouvais ça normal de manger des fraises tagada pendant le déjeuner, tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bref. Autre chose que je faisais également, c'était boire du coca le matin, au petit déjeuner. Très bonne idée. Quand on sait ce qu'il y a dans le coca, si vous voulez, c'est un peu chaud, quoi. Bon, alors après avoir raconté mes aventures culinaires,
Non mais je mangeais hyper mal. Parfois je pouvais manger des pâtes tous les soirs aussi. Enfin, je mangeais hyper mal. Donc les enfants sont venus au monde. Je continuais à... Alors je faisais un peu d'efforts mais je mangeais quand même pas top. Et j'ai vrillé comme on dit. Je fais un pivot dans l'alimentation. Et du coup je me suis mise à tout faire. À tout cuisiner. Donc mes enfants ne mangent aucun plat cuisiné. Moi non plus depuis des années maintenant. C'est genre interdit. C'est rempli de sucre, de graisse, de machin. Bon bref. Chacun fait comme il veut mais moi en tout cas je n'en consomme pas. Et je cuisine un maximum. Vraiment. Bon, il y a un moment donné où je faisais même leur goûter et je me suis rendu compte que c'était genre, comment vous dirais-je, too much for me. Donc j'ai arrêté de leur faire les goûter. Mais sinon, tout ce qui est repas, ils mangent. Je n'achète aucun plat cuisiné, je cuisine tout moi-même. J'ai une habitude aussi que j'ai, c'est de tout préparer pour une semaine, de mettre dans des bocaux en verre. Merci Ikea. Parce que c'est hyper bien fermé, c'est très hermétique et tout. Donc vous gardez votre nourriture pendant plusieurs jours. Donc je fais le repas le dimanche en général. Et ça tient une semaine sans problème. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Non mais en fait, depuis que j'ai changé mon alimentation, et surtout que depuis que j'ai vu une hydrothérapeute qui m'a lavé le côlon, eh bien ça m'a aidé aussi à modifier mon alimentation et à avoir un vrai regard un peu plus objectif, à bien ressentir aussi que quand j'avais un truc en fait je supportais pas, par exemple je supporte plus les yaourts, je supporte plus toutes ces brioches là avec plein de farine, de blé, tout ça. C'est compliqué. Bon, bref. Mais voilà, j'ai une alimentation aujourd'hui qui correspond à ce que mon organisme a besoin de recevoir. Alors, pas tout, parce que je suis pas encore allée totalement geeker sur le sujet. Je pense que j'ai encore plein d'efforts à faire. Mais je ne mange plus des trucs que je ne tolère pas, en fait. C'est juste pas possible. L'alimentation, c'est bien aussi parce que, en fait, vous êtes en meilleure santé, vous sentez mieux dans votre corps, vous dormez mieux. Quand je mange du sucre toute la journée du sucre, en fait, le soir, je suis complètement surexcitée, je dors pas, en fait, je dors très mal. Donc, on dort mieux. Quand vous mangez sainement, en fait, votre cerveau ne fonctionne pas du tout de la même manière que si vous bouffiez du fast-food toute la journée. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, l'alimentation, faites super gaffe à ça. Essayez de faire des recherches sur le sujet. Il y a plein de reportages, il y a plein de choses qui existent sur YouTube. J'en mettrai dans la description, mais prenez vraiment le temps de vérifier ce que vous mangez. Une autre chose qui est importante, je pense, dans les habitudes, quand on veut réussir sa vie, c'est de la planifier. Alors, il y a certaines personnes qui disent « Quoi, planifier ? Franchement, il n'y aura plus de spontanéité, c'est quoi ce truc, etc. » Mais en fait, il y a des tâches que vous répétez. Là, je parlais de faire à manger tout à l'heure. C'est une tâche répétitive. Moi, je la planifie. Le maximum de choses que je peux planifier et qui ne sont pas vraiment des moments de fun absolu. Bon, j'aime bien cuisiner par contre. Pareil, c'est un moment de méditation intérieure profond. Mais sinon, faire les lessives, tout ça, c'est chiant. Donc, en fait, toutes ces tâches répétitives, vous les programmez, vous les structurez de telle manière que ça vous pollue le moins possible. Il y a une méthode qui s'appelle Get Things Done, donc la méthode GTD. Cette méthode explique que si vous voulez mieux organiser votre temps, vous faites une liste de vos tâches et vous les organisez des plus importantes aux moins importantes. Des celles qui sont les plus faciles à faire, les plus rapides à faire, faites-les tout de suite. Celles qui prennent un peu plus de temps, vous les coupez peut-être en petites tâches, en sous-tâches, pour pas que ce soit trop painful. Voilà, donc ça, on utilise cette méthode, c'est vrai, dans le travail, mais j'aime bien l'utiliser aussi dans finalement de la gestion du quotidien. N'hésitez pas à planifier vos tâches, n'hésitez pas à planifier tout un tas de choses que vous aimeriez faire aussi. Parce que finalement, les gens qui réussissent sont les gens qui ont une visualisation de ce qu'ils aimeraient faire. En gros, vous pouvez définir vos objectifs de vie. Alors, si c'est trop long pour vous, c'est-à-dire que c'est un trop long terme de définir des objectifs de vie, vous pouvez les définir par période. Donc 1 an, 6 mois, 3 mois. Moi, j'aime bien faire en fonction des saisons. Donc le cycle des saisons me permet de réévaluer mes objectifs. Parce qu'en hiver, on n'a pas le même mindset qu'en été, qu'au printemps, qu'en automne. Voilà, donc j'aime bien vivre avec la nature, donc les cycles de la nature à travers les saisons. Et du coup, je fais ce qu'on appelle un vision board. Donc là, le vision board, ça c'est une des particularités coaching d'une de mes sœurs, Liliane, qui vous propose, de vous apprendre à réaliser un vision board. Donc, le vision board, généralement, moi j'aime bien le faire sur une année. Vous le faites quelques temps avant que la nouvelle année commence. Et vous faites des révisions, du coup, comme je disais tout à l'heure, en fonction des saisons. Alors, le vision board, c'est matérialiser sous forme d'image vos projets de vie. Dans toutes les dimensions, que ce soit émotionnel, dans donc votre vie de couple, votre rapport avec vous-même, dans le fait que vous ayez des projets, je sais pas moi, ça peut être d'acheter une maison, ça peut être de vous élever spirituellement, ça peut être parce que vous voulez apprendre un nouveau métier, que vous avez une passion que vous avez éteinte depuis des années, vous voulez la réaviver, vous avez une activité que vous voulez faire depuis longtemps, pareil, vous prenez pas le temps de le faire, mais cette année vous avez décidé de le faire. Donc
En général, mais ça, coach Liliane l'expliquera mieux que moi, vous prenez des journaux, vous prenez une grande feuille, vous coupez dans les journaux un certain nombre d'images qui représentent vraiment votre projet de vie pour l'année. Vous les collez une à une, vous affichez ça dans votre chambre et tous les matins quand vous vous levez, vous vous rappelez en fait la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Non, mais c'est vrai que c'est important de ne pas oublier ses objectifs de vie parce que, en fait, soit on est là, ouais, mais j'arrive pas, j'ai pas de truc, mais d'accord, mais est-ce que tu as pris le temps de rendre concret, visible, en tout cas visible, ce qu'il y avait dans ta tête? Haha, ce qu'il y avait dans ta tête, ce que tu avais envie, ce que tu projettes, ce que tu visionnes dans ta tête. Est-ce que tu l'as déjà rendu visible? Une fois que tu l'as rendu visible et que tu poses ça sur ton nez tous les jours, qu'est-ce que tu mets en place pour réaliser tes rêves? Donc là, c'est là que le travail commence. Mais déjà, il faut un travail préparatoire. Donc le Vision Board, il vous aide vraiment à faire ça. C'est un super outil. Et du coup, pour les habitudes et l'enclenchement des habitudes, ça peut être aussi une bonne raison de le faire. Du coup, une habitude qui se compléterait avec le Vision Board, c'est la résilience. Développer votre résilience, votre capacité à endurer l'attente de la réalisation de votre projet. Je crois que souvent, on lâche, quoi. C'est-à-dire qu'on dit on va pas y arriver et ce moment où on lâche, c'est là où on perd l'espoir et c'est là que le projet se réalise pas ou l'envie se réalise pas et que du coup on peut avoir même une forme de mal-être en fait. Donc la résilience, c'est une habitude pour moi et je pense que ça je l'ai depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai décidé que rien n'allait m'empêcher d'aller là où je devais aller. Voilà. En tout cas là à 40 ans, clairement, j'ai décidé que rien n'allait m'empêcher d'aller là où je devais aller. Rien. Et que j'allais tout mettre en œuvre pour ça. J'ai un vision board qui est très clair, avec des objectifs très précis. La résilience que j'ai acquise pour le coup depuis de nombreuses années, en ne lâchant jamais, en travaillant beaucoup, parce que voilà, je viens d'une famille de travaillomanes, ça aide bien. Maintenant, il ne faut pas juste être dans l'excès, donc je dors aussi bien pour bien équilibrer ce côté travaillomane que j'ai, mais voilà, la résilience, c'est vraiment hyper important. Donc soyez résilients. Ne vous découragez pas, et même si vous pensez que vous êtes au bout de vos ressources, de vos potentiels, de vos capacités, prenez une grande inspiration, expirez et vous vous rendez compte que c'est finalement pas très grave. Les 2 dernières habitudes dont je voulais vous parler sont très importantes. La première, c'est que je me suis dit que je devais apprendre une chose nouvelle par jour. Apprendre une chose nouvelle par jour. Bon, j'ai un rapport à la connaissance qui s'est développé à la naissance de mon fils et qui a grandi avec lui et avec mes 2 filles qui sont arrivées après, de me dire qu'en fait, on peut toujours apprendre à tout âge, sans limite. Et ça, c'est extraordinaire parce que on vous fait croire que bon, vous allez à l'école, vous avez appris des trucs à l'école, et puis une fois que vous avez appris, vous êtes sorti de l'école, c'est bon, tout est acquis, allez, roule ma poule, c'est génial. Et en fait, la vie, c'est une découverte quotidienne, c'est un émerveillement quotidien, comme un enfant à qui vous offrez un jouet, en fait. Moi, je suis en amour profond pour la connaissance et le savoir. Et du coup, apprendre au moins une chose par jour, c'est fondamental pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'en apprends beaucoup plus, mais j'ai ce souhait de revenir sur une connaissance plusieurs jours après ou le lendemain pour bien essayer de l'ancrer, pour savoir qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie. Vous continuez à créer en fait des chemins dans votre cerveau vers la connaissance et l'apprentissage. Vous créez l'élasticité de votre cerveau. Et ça, moi, la première fois que j'ai lu ce mot, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Eh bien, quand vous apprenez une nouvelle chose, une nouvelle langue, voilà, vous transformez votre cerveau à chaque fois, puisque vous lui donnez une nouvelle compétence. Et le fait de solliciter ça à chaque instant, le cerveau est un muscle, n'oubliez pas. Et du coup, vous créez une élasticité et une capacité à pouvoir recevoir plus d'infos, plus de données, plus de plein de choses. Et c'est très agréable en fait. Enfin, moi, c'est vraiment une aventure vers la découverte chaque jour. Et je me dis, oh, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre ? Donc oui, il y a un truc de dopamine, très clair, de rewards d'apprendre un nouveau truc et de pouvoir s'en servir, un nouvel outil, quoi. Mais j'adore. Donc j'essaie de transmettre ça à mes enfants. Et le dernier point, la dernière habitude fondamentale, l'empathie et la bienveillance. Alors, je dis bien habitude parce que on n'est pas dans un monde où on favorise ça, l'empathie et la bienveillance. On est dans un monde où on est plutôt sur la passive-agressivité. C'est vrai. Je suis une ancienne passive-agressive. Et du coup, l'empathie et la bienveillance sont devenues une de mes habitudes principales et majeures. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que à chaque fois que j'étais comme ça, c'était une expression de l'amour que j'avais pour moi-même. Donc, c'était important pour moi d'être empathique tous les jours. Du coup, je pratique vraiment cette discipline qui était au début un peu complexe parce qu'il fallait que je déconstruise des choses, des comportements, des habitudes pour en remettre des nouvelles. Peut-être des habitudes que j'avais choisi d'avoir. Donc du coup, ça a joué aussi sur mon être. Tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai expliqué, toutes ces habitudes ont joué fondamentalement sur ma personne et sur mon être.
Je crois que je vieillis moins vite aussi, clairement. Souvent, les gens me voient et me disent « Ouais... Enfin, ils savent pas trop quel âge j'ai, mais indépendamment de ça, quand je leur dis que j'ai 3 gosses, ah bon? Ouais. Donc c'est plutôt cool, quoi, en fait, de pas paraître son âge, clairement. Et après, je sens quand même que je me sens beaucoup mieux, plus alignée avec moi-même, plus en phase, même si j'entends, en fait, ces moments de bonheur et de moments de tristesse, parfois même de profonde, comment dire, je dirais pas de dépression, mais j'ai eu des dépressions. Je pense fondamentalement que j'ai eu des moments dépressifs très profonds et très longs. Donc c'est plus des... Quand ça m'arrive, c'est des moments où je suis un peu down, en fait. Voilà, ça peut arriver plusieurs fois dans la journée. Ça peut ne pas arriver du tout, d'ailleurs, aussi. Ça arrive de moins en moins, d'ailleurs. Et j'accepte juste tout ça. J'accepte juste ce que je suis, en fait. J'essaie de plus trop lutter. Oui, mes trucs. Oui, mes machins. Oui, il faut être ceci, il faut être cela. Bah, si ça me plaît pas, si c'est pas bien pour moi, bah, je le dis. Donc, voilà. J'espère que ce podcast sur les habitudes vous aura plu. J'ai essayé de vous présenter un maximum de choses, mais bien évidemment, vous trouverez toujours et encore plus de contenu en allant sur upgradepodcast.paris et bientôt sur un autre upgrade que je ne vous annonce pas tout de suite, mais que je vous annoncerai plus tard, dans lequel vous aurez aussi du contenu. Voilà, c'est un amour du partage, un amour de la transmission qui à chaque fois me passionne et me donne envie de vous donner toutes ces clés et tous ces éléments qu'on m'a donnés aussi, que j'ai appris. Et voilà, on fait juste un passage de relais. Je vous fais des gros bisous et à très vite.